un mot, si tu pouvais donner l'identité d'Achille. Pouvoir d'achat. Levé 30 millions d'euros en seed, qui était la plus grosse levée de seed de l'histoire en France. Je suis pas arrivé dans le monde de l'assurance et l'insurtech parce que l'assurance, c'est là où il y a de l'argent. La tech, c'est bien. Moi, je viens de l'assurance et je viens de la tech et je viens de faire les deux. Donc, j'arrive déjà avec une compétence qui est et assurantielle et tech. Pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, on lance des nouveaux produits. Si j'étais une boîte américaine, j'aurais été bien plus vite que ce que je fais aujourd'hui. Mon sentiment quand je suis rentré des US, et je nous trouve plus forts. Je parle pas Ralph Rumi, je parle des Français. La France, je la trouve plus forte. Mais on n'a pas les mêmes moyens. Du coup, on est derrière alors qu'on devrait pas l'être. La moitié des talents, la moitié des mecs que j'ai vus chez Google ou dans les autres, c'est des Français. Le rôle à nous d'assureurs, c'est pas la mutualisation du risque et des fois de fermer les yeux et de se dire on va le faire en étant plus juste. C'est pas normal que quelqu'un qui habite au 2e étage à Soissons paye pour quelqu'un qui habite au bord du Rhône dans une villa magnifique mais qui est inondable. J'ai reçu l'appel de la CPR. J'étais en train de commander un kebab, ils me disaient que j'avais la Grelon et j'étais vraiment en train de commander un kebab. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui met en lumière les acteurs du secteur de l'assurance. Aujourd'hui, je reçois Ralph Rumi, le cofondateur d'Achille, une assurtech française qui dépoussière le monde de l'assurance avec une approche 100% digitale, simple et transparente. On va parler innovation, tech, entrepreneuriat et comment on peut enfin rendre l'assurance un peu plus cool. Ralph, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui au micro du podcast. Merci de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon où tu le souhaites? On va dire un jeune vieux. Pour commencer, on va faire un petit jeu. Ouais. Tu vas piocher. Alors, il y a jeu de couleurs. Tu as des questions un peu cool, des questions un peu plus personnelles et des questions à trous. À toi de piocher et de voir sur quoi tu vas tomber. Es-tu plutôt assurance tout risque ou assurance au feeling? Alors, ça dit, je peux répondre de deux façons différentes. Vas-y. Dans ma vie de tous les jours, je suis plutôt assurance au feeling. Ok. Et pour le travail, on est plutôt assurance tout risque. Assurance au risque. Ouais. Bon, du coup, on va rentrer dans le gros du sujet, mais comment est né Achille? Parce que j'entends beaucoup parler d'Achille en ce moment. Ah bah c'est bien, c'est déjà bon signe si on entend parler d'Achille. J'espère que c'est pas qu'en ce moment. Depuis 2021, il faut qu'on parle d'Achille. Comment est né Achille? C'est né de la rencontre de plusieurs personnes. Donc de la rencontre de moi et de Francky en 2021. Et donc moi, j'avais arrêté de travailler. Je suis un multi-entrepreneur ou fou qui l'a fait plusieurs fois, je sais pas comment on doit le dire. Achille, c'est ma 5e boîte. J'avais arrêté de travailler. Puis j'ai décidé de reprendre en 2021. J'en ai parlé à mon ami Jean de la Roche-Brochard, je lui ai dit voilà, si je retravaille, ce serait dans le monde de l'assurance. Il m'a dit ça nous intéresse. Il m'a dit ça tombe bien parce que quelqu'un vient de pitcher la même chose à Xavier qui voulait le refaire. Ce serait bien que vous rencontriez. C'était Francky. On s'est rencontrés, puis une demi-heure après, on s'associait, on montait Achille. Direct. Direct. Et t'avais déjà un parcours dans l'assurance avant ou Alors moi, une appétence? J'ai un parcours un peu pas atypique du tout. J'ai fait des études de maths, d'actuariat et autres dans ma jeunesse, il y a quelques années. Mon papa travaillait dans l'assurance, mon frère travaillait dans l'assurance. J'ai commencé en stage dans l'assurance dans une petite compagnie qui s'appelait PFA, que personne connaît aujourd'hui, qui a été rachetée par AGF, que plus personne connaît non plus aujourd'hui, qui est maintenant Allianz. Voilà, et puis ensuite j'ai fait un peu de consulting et ensuite que des startups. Et maintenant, tu disais avant, t'as créé des boîtes. Ouais. Mis à part Achille, t'as créé d'autres boîtes en parallèle en ce moment ou? Oui. L'entrepreneuriat à 100%. Je sais pas si ça veut dire créer ou soutenir ou financer. Oui, il y a plusieurs projets aujourd'hui que je soutiens et que je finance. Toujours dans l'assurance ou parallèle Pas du tout. Moi, je suis 100% assurance sur Achille et c'est sur d'autres choses. J'ai investi dans un projet dans la pharmacie. Ok. J'ai investi dans des projets dans le marketing digital. Voilà, dans d'autres projets. Et du coup, en un mot, si tu pouvais donner l'identité d'Achille? Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat? Ouais. Ta vision quand tu as créé Achille, c'était quoi globalement? C'était, alors c'est une histoire triste mais belle à la fois. Mon papa est décédé du Covid en 2021. Il a travaillé toute sa vie comme un chien, je peux pas l'expression, en étant tout en bas de l'échelle de l'assurance. J'ai envie de le rendre fier et je voulais me faire ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire une compagnie d'assurance.
J'en avais assez que quand je mettais le petit mot, je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, on devait dire ce que font nos parents à l'école. Je mettais mon petit mot assureur et tout le monde disait c'est un voleur, c'est un voleur. J'avais envie de montrer que c'était pas ça. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette image-là. Oui. Maintenant, je trouve que, bon, peut-être un peu moins avec les InsurTech un peu comme vous qui commencent un peu à démocratiser, avoir une vision un peu plus friendly ou qui parle plus aux jeunes. Mais je trouve ça assez... quand j'en parle avec des potes qui sont dans la banque, il n'y a pas trop cette même image, alors qu'en fait, les banquiers sont aussi... J'ai fait les deux. Ah. Et dans la banque et dans l'assurance, je dirais pas où va ma préférence et quels sont les voleurs, mais je pense que tu as compris. Et du coup, en termes de... J'ai appris aussi que vous avez chopé l'agrément de la CPR. Oui. Je trouve ça hyper novateur, parce que souvent, on dit InsurTech, mais quand même choper un agrément, c'est quand même difficile. J'ai des amis qui l'ont vécu chez Quorum à l'époque. Ça s'est passé comment? Parce que du coup, il faut avoir des fonds propres, etc. Enfin, ça a été compliqué. Ouais. Tu te lèves un matin et tu dis tiens, je vais être compagnie d'assurance. Au départ, on se moque de toi, après on te prend pour un fou, et puis ensuite, il faut que tu déroules. Donc choper, je sais pas si c'est le mot, c'est 10 mois de travail à plein temps, du juridique, de la finance, de l'actuariat. Il faut de l'argent. Donc on a eu cette chance. Comme on était multi-récidiviste et on avait fait des boîtes qui marchaient plutôt bien, les gens nous ont prêté de l'argent facilement. Donc on a levé 30 millions d'euros en seed, qui aujourd'hui, qui était la plus grosse levée de seed de l'histoire en France et qui aujourd'hui, je pense, n'arriverait plus. 30 millions d'euros en seed, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. On a eu la chance de le lever rapidement et facilement. Et quand tu as 30 millions d'euros, des gens qui sont expérimentés, une vision claire, la CPR, tu fais un dossier et puis il le trouve sérieux. Et les levées de fonds, ça se passe comment du coup? C'est long? Du moment où tu as eu l'idée pour arriver à ces 30 millions, ça s'est passé... Alors je voudrais pas que les gens qui écoutent ça se disent tiens c'est simple, c'est facile. L'autre, voilà, moi c'était ma 5e boîte, ça avait déjà marché les autres fois. Il y a un petit track record que les gens ils te prêtent plus facilement de l'argent que si tu débarques, tu sors de l'école. Donc c'est pas la vraie vie. Je vais tout à fait être clair, ce qui s'est passé sur Achille, c'est pas la vraie vie. On a levé 30 millions en site, on n'avait même pas de deck, juste dire on va le faire et ça va marcher, ça paraît fou. Aujourd'hui ça l'est moins parce que ça a marché, mais ça paraît quand même un peu fou comme idée. Lever des fonds c'est pas facile, et puis ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est très facile de lever des fonds, il y a des périodes où c'est moins facile. Et je pense que le monde marchait un peu sur la tête à une époque. Aujourd'hui on est redevenu sur le droit chemin et les gens commencent à être un peu plus rationnels. Donc je pense que c'est beaucoup plus dur de lever des fonds aujourd'hui. Un leveur de fonds, il investit dans une équipe et, en premier et ensuite dans un projet. Et aujourd'hui, Achille, c'est combien de personnes? Achille, c'est 57 personnes en France et 67 au Maroc. Ok. Voilà, à Fès. À Fès, ok. Et du coup, moi j'avais une question quand même, c'est... réussir à se différencier en fait des assureurs traditionnels. Tu disais là un peu pour casser le marché, j'ai l'impression, avec des prix un peu plus attractifs. Comment du coup tu arrives à démocratiser un peu cette ambition-là avec des acteurs qui pèsent gros, lourd. Enfin, si tu mets AXA et Allianz, ils sont les premiers, quoi. Mais de réussir à se démarquer du secteur, sachant que je vois qu'il y a d'autres acteurs aussi qui se nomment un peu InsurTech qui veulent aussi démocratiser. Comment toi tu arrives à du coup... C'est pas facile, hein. Quand tu débarques dans un milieu où les gens ils sont là depuis une centaine d'années, ils ont à peu près 500 fois, voire 1000 fois plus d'argent que toi et des compétences et du monde et ainsi de suite. Donc comment tu te différencies? Je pense qu'une chose importante, je suis pas arrivé dans le monde de l'assurance et l'InsurTech parce que l'assurance c'est là où il y a de l'argent, la tech c'est bien. Moi je viens de l'assurance et je viens de la tech et je viens de faire les deux. Donc j'arrive déjà avec une compétence qui est et assurantielle et tech. Et une troisième compétence, pendant mon parcours, je faisais aussi de l'acquisition. Donc, on avait l'acquisition, l'assurance et la tech. Donc, ça différencie pas mal. La plupart des acteurs qui sont arrivés sur le marché aujourd'hui, ils étaient soit assurance, ils se sont dit, je vais faire un peu de tech, soit tech, je vais faire un peu d'assurance. Il n'y en avait pas vraiment qui connaissaient les deux. Donc, c'était vraiment une grosse truc différenciante pour que ça marche. Ensuite, utiliser la techno. On est très techno, très IA. On fait 210 millions d'euros de chiffre. On a fait 200 et quelques millions d'euros de chiffre en 2024. Et je t'annonce 57 personnes en France. Et le service client, ce que les gens ne comptent pas d'habitude. Donc, on veut considérer qu'on est 57 personnes. Une compagnie traditionnelle, il serait 400 ou 500.
Donc, comment je fais pour être moins cher? Je viens de te donner la réponse. Grâce à la tech et l'IA. Et l'IA, j'ai des charges fixes qui sont beaucoup moins importantes. Aussi, une chose qu'il faut aussi ajouter, parce que c'est important, le legacy, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance, ils ont le plus souvent acheté d'autres compagnies, ils ont des systèmes d'information qui sont vieillissants, dans lesquels ils ont dû faire des briques, ils ont dû raccrocher des groupes entre eux, et ainsi de suite. Moi, j'arrive, c'est simple, je fais tout from scratch, donc c'est beaucoup plus facile. Et maintenant, toi, en termes de business, vous êtes plus B2B, B2C? Alors, on est les deux. 50% de notre nombre de contrats, il est B2C, c'est-à-dire qu'il vient du site achille.com, sur lequel on a 6 produits. Et les 50% viennent du B2B2C, où on fabrique des produits pour compte de tiers, où la plupart des gros acteurs courtiers grossistes du marché distribuent nos produits aujourd'hui en France et maintenant un peu en Europe. Un peu en Europe. Et j'ai vu récemment, j'ai vu un article dans News Assurance Pro, oui. Vous aviez lancé la RC Pro. Oui. Pour attaquer ce secteur. C'était quoi cette volonté par rapport à ça? Parce qu'il y avait une part de marché à aller grignoter? Oui, on a 79 produits aujourd'hui chez Achille. On ne parle que de ceux qu'on lance dans la partie B2C. Donc ça, c'est ceux qu'on voit qui sont visibles, mais on en lance pratiquement toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. Non, j'exagère, mais pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, on lance des nouveaux produits qu'on distribue pour le compte de tiers. Là, c'est des produits qu'on lance en B2C, donc il y a un peu plus de communication en B2C. Pourquoi on fait ça? On avait beaucoup de clients à nous qui étaient des TNS ou qui étaient des travailleurs indépendants. Et comme ils étaient très satisfaits de nos produits en habitation, en santé, en chien-chat, en auto et autres, ils nous disent est-ce que vous faites les pros 1 fois, 2 fois, 3 fois? Puis comme moi, je suis quelqu'un qui écoute mes clients, s'il me dit 3 fois est-ce que vous le faites, finalement on le fait. c'est logique. C'est logique. Je sais pas c'est pas plus compliqué que ça. Et votre produit un peu best-seller, c'est quoi en ce moment? Alors, notre produit best-seller en B2C, parce qu'on en a en fonction, c'est l'habitation. Donc, l'assurance habitation, c'est entre 350 et 500 contrats à jour. C'est énorme. Full digital, 70% de ceux-là se font full digital sans qu'on intervienne. Et dans 30% des cas, on a un plateau téléphonique qui rappelle les gens pour les conseiller, leur dire vous n'avez pas souscrit, est-ce qu'on peut vous aider? On n'appelle pas ça des vendeurs, mais plutôt des conseillers. Et notre produit phare en B2B2C, c'est la santé. La santé? Oui. Moi, j'avais des amis qui m'ont parlé, mais eux, ils avaient souscrit l'auto. Bon, après, voilà. L'auto, c'est l'un des seuls produits où on est courtier, on n'est pas sûr. Ok, d'accord. Tu vois, en plus. Donc, si c'est pas bien, c'est pas de notre faute. Et tu me dis que tu arrives à lancer des produits quasiment toutes les semaines. Ouais. Tout ça, c'est grâce au 100% digital, pour le coup, et la plateforme que vous avez? On va être honnête. Tout ça, c'est 100% parce qu'il y a des gens derrière qui bossent comme des tarés. En premier lieu. En premier lieu, de gens qui sont très investis et qui bossent dur. Et les outils sont un moyen de leur permettre de travailler comme des tarés. Mais voilà, on a un exemple. Quand on a au début, quand on recrutait des gens qui venaient du monde de l'assurance. Ils nous prenaient pour des extraterrestres. Et quand on leur disait, moi je veux ça pour demain, ils te disaient, non, moi c'est dans 1 an que tu auras ça. Et du coup, on a dû un peu se faire attention de comment recruter différemment. Mais oui, c'est d'abord une volonté, se dire j'ai pas peur d'y aller, et ensuite on te donne les outils et les moyens pour le faire. Et du coup, les personnes qui passent de grands groupes d'assureurs et qui arrivent chez Achille, il y a un mindset du coup qui il y en a presque vrille. Il y en a presque plus. Ok. On a au départ recruté pas mal de jeunes, plutôt des N-4, N-3, qu'on a mis en directeur et autres. Et on a une équipe formidable de gens qui... on a la moyenne d'âge de nos directeurs, ça doit être 31 ans ou même pas. On a des fonctions clés qui ont 30 ans. Voilà, c'est un peu différent des autres compagnies. On privilégie énormément la promotion interne. On va très rarement chercher, même jamais chercher un directeur à l'extérieur pour dire tiens, nous ça fait 4 ans que les mecs travaillent comme des chiens, on va leur prendre un mec qui va arriver, qui va leur dire je suis ton patron. Ça va pas passer de toute façon. Voilà, donc vraiment beaucoup de promotion interne. On a des gens qui sont là depuis longtemps, qui bossent dur et on les en remercie que pas par. C'est pas que l'argent, c'est pas que le poste, c'est aussi tout ce qui va avec.
Et tu me parlais un peu de chiffres au niveau du nombre de personnel, mais aujourd'hui, en termes de chiffres clés, clients, croissance, c'est combien à peu près? Ça représente Alors, on a fait 200 et quelques mille, 207 millions en 2024. On est à peu près à 850 000 contrats. On devrait faire entre 230 et 250 millions en 2025. On a fait 3 millions de résultats l'année dernière. Ah ouais. C'est une chose importante. Les sociétés comme les nôtres, on attend leur rentabilité ça se compte en siècles pour certains. Nous, on a été rentable au bout du 13e mois. Ah ouais. Voilà. Donc, on sera encore rentable, bien entendu, cette année avec de la croissance. On a dépensé que 9 millions d'euros sur les 30 qu'on a levés pour faire tout ce qu'on dit. Coût marketing. Ah ouais. Voilà, un peu de chiffres clés. Et après, en termes de ratio, j'avais vu, je crois, en 2023, c'était 349%. J'avais vu ça énorme. 9%, ouais. Et là, on a 267 maintenant. Ouais, c'est toujours bien. Ouais. Ouais, parce que moi, du coup, je bosse dans l'assurance, mais sur la partie réglementaire, solvabilité, donc le ratio, j'avais regardé un peu le SFCR à l'époque pour faire J'avais vu 300, je dirais ouais, quand même, c'est pas mal, parce que souvent les assureurs sont plus des fois au bout de 200, 250. Alors, l'avantage d'être réglementé comme nous, c'est qu'on a le SFCR, donc je peux pas vous raconter de bobard. Tout ce qu'on te dit, c'est marqué dans le dossier, dans le rapport que j'ai l'obligation de déposer tous les ans au bas de la page de mon site internet. Et on est contrôlé très régulièrement. Oui, ça, bah oui, la CPR est quand même... Et j'ai lu aussi que tu avais fait des beaux partenariats. Tu dis que tu avais du B2C qui est un peu il y avait du B2B avec Ornicar, et j'ai vu aussi Conforama en Espagne et au Portugal. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, tous les extensions de garantie que tu fais quand tu vas t'acheter une télé, un meuble ou autre, en Espagne ou au Portugal chez Conforama, c'est Achille qui est derrière. Et on le fait aujourd'hui, on est en train de lancer avec plein d'autres marques de meubles en Espagne ou au Portugal, meubles ou électroménagers. Et Ornicar, c'est un partenariat qu'on a fait avec eux maintenant il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant. On leur a mis notre produit de MRH, multirisque habitation, en marque blanche. Et Ornicar. Et ça, par rapport à tout ce qui est assurance affinitaire, du coup, il y a un vrai business pour toi par rapport à ça ou... Ouais, il y a un business partout. Hein. Tu sais faire un produit, tu as de la tech pour le développer, les gens en ont besoin, on sera là. Donc, on fait aussi bien de la multirisque immeuble à 100 millions pour l'immeuble que de l'audioprothèse ou du casse-vol téléphone mobile ou de la garantie perte pécuniaire pour Conforama. Et ça, ces partenariats, c'est eux qui viennent vers vous, ils disent voilà, il y a quelque chose, ou c'est plutôt l'inverse? Alors, ça serait prétentieux de dire que ceux qui viennent vers nous, j'aimerais bien que Conforama, Darty, je vous lance un appel, si vous voulez m'appeler, venir vers moi et que je vois un produit, je le prends. L'appel est lancé. L'appel est lancé, il y en a d'autres. Hein. C'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu comme ça, mais pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, la chose importante, on a peut-être tort, faudra peut-être remédier, mais chez Achille, il y a 0 commerciaux. Ok, ah ouais. Donc, on est plus ou moins, moi qui fais du commercial, avec des podcasts comme ça aujourd'hui ou des posts LinkedIn ou plein de choses comme ça. On recrute pas mal grâce à LinkedIn et du recrutement de personnes et du commercial. Et puis, on a Franklin, notre responsable actuariat, qui est plutôt directeur commercial, responsable actuariat et autres, qui s'occupe du commercial. Mais pour être tout à fait honnête, on est très, très, très sollicité en direct, soit par des réassureurs, soit par des courtiers aussi, soit par des marques, pour qu'on leur fabrique des produits. Donc, si on avait accepté tout ce qu'on nous a demandé l'année dernière, on aurait fait 600 ou 700 millions d'euros de chiffre. Ah oui, quand même. Oui. Ça veut dire que là, la pente, elle peut que monter, en fin de compte. Là, Après, ça ne veut pas dire que c'était du bon chiffre et qu'on existera encore. Hein. Donc, si on existe encore et on est rentable et les choses se passent bien, c'est qu'il faut savoir des fois refuser des contrats qui sont gagnants que d'un côté et pas de l'autre. Et moi, je dis toujours, pour que ça marche, il faut que les deux soient gagnants. Et là, du coup, Conforama, Ornicar, les deux étaient gagnants dans le... Non, tout ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les deux soient gagnants. Et là, aujourd'hui, vous êtes principalement en France, c'est ça? Alors, on est 95%, voire plus de notre chiffre est en France. Maintenant, on a lancé l'Espagne, le Portugal. On a lancé l'Italie et on a lancé la Pologne. Ok. On est en négociation sur la Grèce et la Roumanie. Donc, on regarde d'autres produits. Le fait d'avoir fait un agrément en France, on peut, en LPS, avoir des agréments dans d'autres pays européens. Et donc, en fait, comment ça marche?
quand on a une opportunité, un courtier local nous dit tiens, on aimerait faire ça, est-ce que tu peux faire? On regarde et on fait. Ok, si on peut. Si on veut. Si on peut. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, du coup, tu penses vraiment développer aussi, je dirais pas l'international, parce que là, on reste en Europe, mais après, au-delà de l'Europe, où tu ambitionnes un jour de te dire, vas-y. Tu vois, c'est d'actualité dans dimanche soir, c'est-à-dire, je sais pas, si on est en direct. Non, mais dimanche soir, je m'envole pour le Singapour. Ok. Rencontrer des réassureurs, des assureurs, des courtiers et des retailers asiatiques. Et ok. pourquoi pas regarder comment ça marche là-bas et voir ce qu'on pourrait faire. J'étais aux US il y a pas longtemps, où j'ai aussi J'ai vu voir comment ça a marché un peu sur là-bas. LinkedIn. Oui, pourquoi pas. Et puis moi, je suis très franco-français, fier de ce qu'on fait en France, mais c'est quand même pas mal d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pourquoi pas faire rayonner la France à l'international. Et d'ailleurs, ce que tu as vu aux US récemment, tu étais au salon, c'est ça, avec BPI France Oui, j'ai eu la chance de faire partie du parcours avec BPI France. Alors, c'était le salon Dreamforce de Salesforce. Moi, j'y allais pas du tout pour ça. Je pense que je suis le pire des clients pour tous ces gens-là, puisque je fabrique tout moi-même et j'ai 0 sous-traitant. Donc, je suis leur bête noire plutôt que... Ils m'auraient pas invité, je pense. Et voilà, mais on a fait un parcours dans la Silicon Valley, on a rencontré plein de gens intéressants et autres, et ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, non, puisqu'il était déjà pas mal ouvert, mais de se rendre compte que ça va barder très vite et qu'on a intérêt à bien se préparer et que si on se réveille pas vite, il va y avoir des problèmes. Et toi, parce que déjà, je pense déjà, tu as un mindset entrepreneur avec ce que tu as fait avec Achille, donc tu es déjà un esprit qui est bien ouvert. Quand tu vois le mindset américain, on dit souvent il est bien différent du mindset français. C'est fou. Comment tu l'as vécu? Enfin, comment tu le vois, ça? Je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, qu'on tape sur Doctolib et qu'on lui prenne 4,6 millions d'euros d'impôts, alors que c'est la boîte qui a sauvé des millions de vies, qui est la boîte qui est le plus beau fleuron pour moi. Si on m'avait demandé qu'est-ce que tu aurais aimé de faire un jour, je t'aurais dit j'aurais aimé faire Doctolib. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on vient leur prendre 4,6 millions pour concurrence déloyale parce qu'ils font de la vidéo. Voilà, aux États-Unis, c'est. Après, je dis pas que c'est bien aux États-Unis. Ce qui m'a le plus marqué, moi, aujourd'hui, à San Francisco, c'est que dans la rue, la moitié des mecs qui crèvent la dalle et t'as des zombies dans la rue. Et puis t'as la Silicon Valley, les mecs qui gagnent 1 million. Ils marchent dans la rue à côté d'eux, ils les regardent pas. Il y a un juste milieu entre tout ça. Ouais. Mais je pense que ça serait bien qu'on soit un peu plus entrepreneur en France et un peu moins entrepreneur aux US, tu vois, ça serait bien. Ouais, de trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, mais oui, qu'est-ce que j'en pense? Les mecs vont vite, ils n'ont pas de contraintes, ils peuvent que nous battre, en fait. Et si on n'a pas compris ça, on est mort. Aux États-Unis, une boîte française qui dit je vais travailler pour le gouvernement ou je vais travailler avec une boîte américaine, on la regarde même pas. C'est interdit. En France, on travaille tous avec des boîtes américaines. Voilà, ça serait bien que ça change un peu. Et souvent, j'entends aussi des articles en mode en France, on est trop réglementé, notamment dans le domaine assurance, souvent au niveau de l'Europe, alors qu'aux States, eux, c'est un peu différent. Et des fois, on te dit, en fait, il y a une perte d'équilibre, une perte de performance, parce que du coup, dans d'autres États, ils n'ont pas les mêmes réglementations, en fin de compte. Toi, tu le vois comment, ça? Je pense que la réglementation, c'est bien. Ouais. Il faut protéger aussi le consommateur. Normalement, comme le droit du travail ou la réglementation, c'est fait pour protéger quand des gens font de la merde, excuse-moi l'expression. T'empêcher de faire des trucs bien sous prétexte que certains font de la merde, c'est compliqué. Et donc, ça serait bien qu'on fasse attention à tout ça, qu'on soit un peu plus libre de faire ce qu'on veut. Et par contre, je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'on soit ni taxé, ni réglementé, ni regardé. Mais ça devient un peu compliqué en ce moment-là. Tout à fait honnête. Ça devient compliqué. On verra ce que ça donnera dans les mois à venir, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, de ce que tu me parles en termes de chiffres, etc., c'est quand même assez porteur. Je te parle de compliqué, je te parle en général, je parle pas de chill. Voilà, mais c'est pareil, c'est compliqué. On irait, si j'étais une boîte américaine, j'aurais été bien plus vite que ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pas juste. C'est pas normal. Alors que honnêtement, si tu veux, mon sentiment quand je suis rentré des US, et je nous trouve plus forts. Je parle pas Ralph Rumi, je parle des Français. La France, je la trouve plus forte. Mais on n'a pas les mêmes moyens. Du coup, on est derrière, alors qu'on devrait pas l'être. La moitié des talents, la moitié des mecs que j'ai vus chez Google ou dans les autres, c'est des Français. Ah ouais. C'est que les mecs qui sont expatriés. Tu vas visiter Google, on va te montrer le fleuron de l'industrie américaine. C'est les Français qui te font visiter. Et ils sont partis d'ici parce que
Et c'est pas normal. Il devrait être ici et pas là-bas. C'est pas là-bas. Et pourquoi, en parlant avec eux, ils t'ont dit pourquoi ils préfèrent partir là-bas ou... Ils ont même pas besoin de le dire, tu vois, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit directement, t'as besoin de le savoir, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est plus d'argent, plus cool, moins de contraintes. Voilà, après, il n'y a pas que ça dans la vie. Ouais. Mais il y a plein de gens qui choisissent. Et là, maintenant, si tu avais une anecdote, parce que je pense quand on lance une boîte, tu as dû avoir des galères, des anecdotes marrantes ou autres, enfin, une anecdote qui t'a le plus marqué dans la création d'Achille. La création d'Achille, elle est... c'est le jour où j'ai reçu l'agrément. Alors, ceux qui me suivent sur le réseau savent que je suis un gourmand et que j'adore les kebabs. Et j'ai reçu l'appel de la CPR. J'étais en train de commander un kebab. Ils me disaient que j'avais l'agrément. Et j'étais vraiment en train de commander un kebab. Et je me dis, je dois être la seule personne au monde qui a reçu un agrément aussi important dans un kebab en train de choisir sa sauce. Donc ça m'a fait un peu rire. Du coup, c'était quoi la sauce? Samouraï Non, c'est pas samouraï. Les vrais prennent sauce blanche, harissa. Sauce blanche. Harissa. Ça, c'est les vrais. Les autres prennent samouraï. Et alors maintenant, on va parler un peu innovation. L'innovation, c'est quand même le maître mot de la croissance. J'en entends quand même beaucoup dans les différentes structures. Et encore plus dans les InsurTech. J'ai échangé aussi avec Kais de Kairos qui m'a parlé beaucoup aussi de l'innovation. Pour toi, y a-t-il une innovation très concrète chez Achille qui t'a le plus marqué dans votre croissance, en fin de compte, qui a vraiment été un levier? L'IA, c'est bateau ce que je vais te raconter, mais aujourd'hui, tu peux plus passer à travers l'IA et tu peux pas faire semblant que ça n'existe pas. 100% de ce qu'on fait, nous, on le regarde, est-ce qu'on peut utiliser l'IA, comment on va l'utiliser et comment ça va simplifier les choses. On a quelque chose chez nous, c'est un jeu de mots pourri, mais j'en suis fier, donc à chaque fois que je le dis, je rigole, mais ça s'appelle le calendrier de l'après. Parce que moi, mes enfants adorent le calendrier de l'Avent à Noël. Ils adorent ouvrir leurs cadeaux et se dire chaque jour j'ai un chocolat. Moi, j'ai demandé à mes équipes que chaque jour, quand j'ouvre un calendrier, j'ai une innovation d'IA qui soit arrivée. Calendrier de l'après. On appelle ça le calendrier de l'après. Et c'est quoi? On a mis dans la même pièce chaque responsable de service, un développeur IA et un chef de produit. On lui a dit, dis-moi comment tu travailles, et on a regardé comment on peut faire pour améliorer les choses, et ça va du tout petit outil qui permet de gérer les avis clients, qui a été 100% automatisé avec l'IA et qui nous a fait gagner presque 3 jours à une personne par semaine, à l'outil de gestion sinistre ultra perfectionné qui permet de lire avec l'OCR la feuille de soins de son chien, qui calcule automatiquement ce qu'on doit, qui paye, qui gère les plafonds, qui regarde si c'est un vrai vétérinaire, s'il y a de la fraude, voilà, ça va de... On en utilise beaucoup, et un outil en B2B2C très important qu'on appelle Dimeter, qui nous permet de s'assurer que le bordereau est reçu par les courtiers, et ce qui nous permet de calculer ce qu'on doit au réassureur ou ce que les courtiers nous doivent. Là, on a mis beaucoup d'IA et beaucoup de connaissances et de techno, et ça nous fait gagner énormément de temps et d'argent. Et quand j'étais au salon d'INN là, à Niort, les gens parlaient aussi d'IA dans la performance au niveau de la tarification, la gestion des sinistres. Là, t'en parlais aussi en termes de tarification. Vous arrivez, parce que quand tu lances un produit, comment tu arrives à savoir le prix idéal? Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la tarification et le prix idéal. Je vais peut-être pas me faire que des copains, mais bien sûr qu'on le fait, mais ça, c'est dans la façon dont tu as fabriqué ton produit. Aujourd'hui, tu t'affiches pas les mêmes tarifs que si la personne vient de Google ou si elle est sur un comparateur, que si il est 23h ou que si il est minuit. Mais on rentre dans le syndrome de j'achète pas mon billet d'avion, j'achète que le mardi parce qu'il est moins cher que le lundi, et ainsi de suite. Franchement, si les heures qui font ça, dis-le moi, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais oui, tu peux, en fonction du profil, en fonction de... En fait, là où on est schizophrène, c'est qu'en assurance, tu as toute la data qu'il faut, mais on n'a pas forcément le droit de vraiment l'utiliser. Si aujourd'hui en France, je prenais la data que j'avais sur les zones sinistrées, les inondations, les tempêtes, les grêles, ainsi de suite, je serais obligé de plus faire la mutualisation du risque et de dire toi je te prends, toi je te prends pas, et on devrait me taper dessus en me disant pourquoi tu le fais. Donc on a tous les moyens de dire je tarifie exactement comme je peux, mais on le fait pas forcément parce que est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas droit, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Donc
Tout le monde serait capable de le faire, tout le monde ne le fait pas. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Jusqu'où on doit aller? Et est-ce que notre rôle à nous d'assureurs, c'est pas la mutualisation du risque et des fois de fermer les yeux et de se dire on va le faire en étant plus juste. C'est pas normal que quelqu'un qui habite au 2e étage à Soissons, il paye pour quelqu'un qui habite au bord du Rhône dans une villa magnifique mais qui est inondable. C'est pas juste. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe et comment on pourrait faire pour que ça soit un peu pour équilibrer. Et du coup, là, tu parlais aussi de la data. On parle beaucoup d'open insurance, FIDA, etc. Toi, t'es pour par rapport à cette réglementation-là ou tu te dis qu'il y a des limites Et moi, aujourd'hui, ça m'arrange pas mal que les gens soient pas soient pas équipés en open assurance et on paye les bonnes data, parce que comme moi, je les ai bien, du coup, ça me laisse un avantage concurrentiel. Je blague, mais à moitié. Oui, honnêtement, moi, ça me dérange pas. FIDA et l'open assurance, on est prêts. Mais les autres seront pas prêts, c'est certain. Donc, il faut pas rêver, en fait. Ouais. Ils seront jamais prêts. Le mot jamais. Ouais, tu penses que ça va jamais arriver à terme sur... Ça va arriver, mais à quel coût? Je sais pas, moi, je préférais qu'on mette cet argent pour que les gens payent moins cher, qu'on soit plus compétitif, que les compagnies soient... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est des systèmes d'information qu'il faut repenser beaucoup de choses. Ils sont pas prêts. Moi, aujourd'hui, encore une fois, moi, ça m'arrange. Moi, je suis prêt. Donc, j'en tire, moi, mon bénéfice aujourd'hui. C'est pas pour que tout le monde soit au même niveau que moi. J'ai pas envie. Pour toi, c'est pas une contrainte, quoi. Pour le moment. Contrainte. Et du coup, ça fait un peu le pendant, mais toi, tu penses quoi, en fait, par rapport des InsurTech qui jouent vraiment un rôle important, en fait, dans cette transformation? Notamment là, tu dis, parce que tu as quand même digitalisé à 100%. Toi, les contraintes telles comme Open Insurance, pour toi, tu le vois pas. D'autres, tu l'as rajouté, il y a des blocs et des blocs de structure IT. Vous insufflez quand même une dynamique que les autres assureurs n'avaient pas à un moment donné parce que ça fonctionnait très bien comme ils étaient. Toi, tu le vois comment, ça va bousculer les codes? Ils vont nous racheter. Et puis, on va mettre notre savoir-faire au service de gens qui ont plus d'argent, plus de compétences, plus de clients, et ça va se réguler. Ouais, c'est parce que il y a cet exemple-là où il y a eu Alliance Directe qui a repris aussi Luco, ces structures-là où tu te dis à un moment donné, est-ce que c'est la fin logique d'une InsurTech d'être racheté par un gros assureur tradi ou pas vraiment? C'est un achat différent, si je peux me permettre. Je tape pas sur Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est pas le même type de rachat. On a racheté quelque chose qui marchait pas pour le reprendre et bénéficier de sa marque, mais on n'a pas racheté quelque chose qui marchait, qui va te changer, qui va changer ta façon de travailler. C'est moi, ce que je pense, c'est qu'on essaye de montrer qu'on est capable de faire, qu'on sait faire, que ça marche. Et une fois qu'on a montré que ça marche, messieurs, mettez ça dans votre système. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, on est approché par des gens qui nous parlent et autres. Je leur dis toujours, si c'est m'acheter pour m'intégrer et que je devienne comme... M'achetez pas, vous allez perdre votre argent et je vais vous la voler. Si c'est pour m'acheter ou nous regarder ou nous mettre à côté et qu'on travaille main dans la main et qu'on puisse avoir le champ libre pour faire tout ça, tout ce qu'on veut, on va faire un carton. Moi, je sais que si je mettais mes process, mes savoir-faire entre les mains de grosses compagnies d'assurance, ça serait incroyable. Ça, c'est marrant parce que j'avais échangé avec le cofondateur, enfin CEO d'Insurgate là-dessus, et il m'expliquait qu'en fait, quand tu avais une dynamique comme ça de rachat, l'idée, c'est pas de le racheter, comme tu dis là, et de l'absorber et de le dire, en fait, on t'a dans notre pavillon, maintenant, on veut limite t'étouffer, parce que ça servira à rien du tout. Et plutôt, d'investir, en fin de compte, sur ce rachat-là, quoi. Exactement ça. Donc, moi, je te dis pas qu'on est en train de te vendre, je te dis juste que la suite logique, j'aimerais bien demain être AXA, Allianz, Generali, mais ça sera pas demain. Ça sera dans le futur, je te le souhaite. Demain peut-être, ça sera pas demain. Ça se trouve dans le calendrier d'après, ça se trouve tu vas ouvrir un jour et tu verras. Super. Après 800 000 clients, si tu regardes, en 4 ans, c'est énorme. C'est vrai, ouais. Et si tu te compares à d'autres à d'autres InsurTech qui s'est lancé parallèlement, vous avez la plus grosse croissance ou ça dépend? Alors, je regarde jamais les autres. Ok. Pas parce que je me la raconte ou autre, mais mon papa me dit toujours, tu regardes jamais l'assiette du voisin. C'est quelque chose que je tiens. Je devrais. Il y a plein de gens il y a plusieurs façons de manager sa boîte. Regardez ce que font les autres. Benchmark. Voilà, moi, je suis pas là-dessus.
Mais je pense qu'on a la plus forte croissance aujourd'hui sur tech. Et on est, je pense, les seuls à faire et du B2C et du B2B2C. Je pense qu'on est les seuls, je pense pas, certains, on est les seuls à savoir aussi bien vendre en direct que de fabriquer des produits pour compte de tiers. Et comme tu dis que tu es le seul, ou du coup tu es le plus performant, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer un jour dans la fintech, ou même à lancer un jour une InsurTech? Quel conseil tu lui donnerais? Qu'il attende que moi j'ai terminé. C'est le premier des conseils. Non, sérieusement, c'est... Ouais, il y avait une phrase... Bon, je me rappelle plus de l'ordre, donc ça se trouve, elle sera pourrie ma phrase que je dis, mais c'était laisser faire la pensée, Bouygues l'a fait. Si j'ai un conseil, moi, tous les jours, j'ai des mecs qui me voir, Ralph, moi je ferais ci, je fais ça, bah fais. C'est tout. Ouais. Au bout d'un moment, arrête de dire je vais faire et fais. Et justement, ça me fait rebondir sur l'IA et autres. Moi, j'ai plein de salariés chez nous qui me disent, ah mais Ralph, ce week-end, j'ai utilisé l'IA pour faire ça. Ok, mais pour Achille, t'as fait quoi? Arrête de me dire que tu l'as utilisé. Qu'est-ce que, concrètement, dans ton taf, comment tu le fais? En fait, aujourd'hui, il y a un gros décalage entre ce que les gens savent faire avec l'IA à titre perso et ce qu'ils font dans leur entreprise. Et ben, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, en fait. Les mecs, ils ont plein d'idées, trucs, mais ils y vont pas. Donc, les seuls conseils que je peux donner, parce que je suis qui pour donner conseils autres que ça, c'est, gars, si t'as une idée, vas-y. Mais arrête de regarder le plafond et de te dire, je le ferai. Ok. Tu vois, j'adore le foot, j'étais au stade samedi dernier pour un match de foot et le voisin il était en train de raconter, tu te rends compte, j'ai failli acheter NVIA et puis non, j'ai failli acheter, les mecs sont toujours dans le passé, j'aurais dû acheter, mais oui c'est facile, une fois que tout est passé, tu aurais dû le faire. Si tu l'avais fait, je t'aurais dit t'es fort, mais de me dire j'aurais pu, tout le monde sait qu'NVIA ça vaut tant et que ça ne fait rien avant. Voilà, donc je pense que c'est aussi un mal français, on a peur d'y aller. Je pense qu'aux US ou dans d'autres pays, ils y vont et ils se posent pas de questions. Un peu comme le Bitcoin. Voilà. J'ai pas pris le chemin du Bitcoin. Je suis le premier à avoir pensé que c'était de la merde le Bitcoin, qu'il fallait pas y aller. Et aujourd'hui, je dis pas, je me tue. J'aurais dû y aller. Non, je me dis même pas j'aurais dû y aller parce que je pensais que c'était nul à l'époque et je suis pas le seul à avoir pensé que c'était bidon à l'époque. Et ben les gens qui ont eu le courage d'y aller, tant mieux pour eux. Et ceux qui l'ont pas fait, ils ont fait autre chose. Mais voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de tomber et il faut y aller. Et ben là, tu parlais un peu de foot, mais si ton métier devait pas être assureur, mais devait être un sport, ça serait quoi du coup? Un sport. Un sport. Si ton métier devait être un sport. Le Krav Maga. Hein. Krav Maga? Ah ouais. C'est la guerre. Hein. T'en as déjà fait ou? Non, mais j'ai mon fils qui est à fond là-dessus. Krav Maga, j'avais un de mes collègues qui en faisait, respect parce que c'est... Ouais. Moi, j'ai mon fils qui en fait beaucoup et c'est respect. Mais voilà, c'est celui qui me vient en tête. Et au niveau de tes inspirations entrepreneuriales, ou personnes qui t'ont marqué, mis à part Xavier Niel, je crois, qui a investi, ou je sais pas qui t'a le plus inspiré, ou qui t'inspire encore pour le moment? Moi, je suis assez famille, donc mon papa et mon frère m'ont pas mal inspiré. Après, c'est des choses de la vie qui font. Moi, quand j'étais stagiaire dans l'assurance, un de mes patrons, je sais pas si c'est de l'inspiration, mais qui m'a fait découvrir ce qu'était la vraie vie. J'ai travaillé comme un fou sur un projet. Il a été le présenter en disant j'ai fait, sans jamais citer mon nom. À la fin de la réunion, je me suis énervé. J'ai dit mais franchement c'est dégueulasse. J'ai bossé. Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il me dit si c'est moi qui t'ai demandé de le faire, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Ok. Et je me suis dit plus jamais. On me demandera de le faire, c'est moi qui demanderai de le faire. Et voilà, donc c'est des choses comme ça qui te paraissent rien, mais qui te marquent et qui te dit il a raison. Du coup, j'avais un total respect. J'ai dit t'as raison, c'est toi qui m'as demandé de le faire, donc c'est toi qui l'as fait. À moi de me battre et de faire en sorte que la prochaine fois, c'est moi qui demanderai de le faire. Et de le présenter devant le directeur. Voilà. Après, je suis pas très groupie, moi. Je suis pas très lui il est bon, lui il est pas bon. Comme je te l'ai dit, je regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'essaye moi, je travaille dur, beaucoup. Voilà, et je pense que la seule chose qui marche dans la vie, c'est le travail. On peut tout essayer, tout raconter. Il faut de la chance et du travail. Toi, tu penses que la persévérance, ça paye toujours? Enfin, de dire je travaille, je suis régulier, j'ai une stratégie? Je pense. Ouais. J'en suis sûr. Après, il y a travail et travail. J'apprends à mes enfants aussi. Quand ils rentrent, ils disent tu te rends compte, j'ai travaillé 20 heures, j'ai eu 4. Je dis c'est pas parce que tu travailles 20 heures que ça mérite 20.
Voilà, c'est pas la durée du travail qui fait que tu dois avoir une bonne note. Le travail, c'est pareil, c'est savoir se remettre en question. Moi, j'ai 53 ans, même si j'en parais 26. J'ai 53 ans et je me remets en question toutes les semaines. Et on doit se remettre en question tout le temps et j'ai pas de certitude. Et moi, je vois la plupart des gens qui arrivent pas, c'est qu'ils ont trop de certitude. Et donc, si tu travailles dur et tu te remets en question et que t'as pas de certitude, tu dis, bah ouais, là, merde, j'ai déconné là, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Et ben, je pense que ça ne fera que payer. Et tu te remets en question parce que tu es cofondateur d'une boîte et tu diriges une InsurTech, ou tu te serais mis aussi pareil en question si tu étais salarié d'une grande structure ou... Alors, c'est pareil, j'arrivais pas à être salarié d'une grosse structure. Et ça, c'est une autre anecdote que je te raconte. C'est à chaque fois que je travaillais pour une boîte, je trouvais mon patron con. Ok. Et un jour, je rentre et encore une fois, un vendredi soir, on se réunit en famille et puis je dis ça à table, oh, j'en ai marre, il est con et autres. Et mon grand frère me regarde, il me dit, Ralph, la première fois il était con, la deuxième fois il était con. D'après toi, qui est con? C'est la question. Parce qu'ils peuvent pas tous être cons. Et il avait raison. C'est moi qui suis trop con pour être salarié, donc je suis entrepreneur. C'était la conclusion, j'en ai compris. Et du coup, quelle est la leçon la plus importante que tu as tirée? Bon, là, tu m'en as donné quand même pas mal. Pas mal, ouais. Mais la leçon la plus importante au cours de ta carrière? Le plus important, je pense, c'est l'humilité. Et tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Donc, tu peux être en haut le lundi et vraiment tout en bas le mardi, mais c'est pas c'est une phrase qui paraît bateau, mais qui est vraie. Donc, tu dois vraiment faire attention à ça. Et pareil, moi, j'ai vendu plusieurs boîtes ou plusieurs trucs et tant que l'argent n'est pas sur ton compte, il peut se passer quelque chose. Ouais. Et il y a des choses il y a des boîtes des ventes qui se font pas 3 heures avant, une semaine avant. Alors que c'était, oui, il y a 2 jours Moi, avant. j'en ai une, tout était fait, mes associés avaient déjà commencé à faire les plans de la nouvelle maison avec leur femme, tout était fait. Et le patron qui devait nous acheter, il s'est fait virer une semaine avant la signature, ils ont tout arrêté. Ah ouais. On avait fait le team building, on avait fait les équipes, on avait fait l'organigramme, tout était fait. Et ça s'est pas fait. Bah, du coup, à partir de là, tu te dis, bon, Et là, faut se remettre en selle parce que c'est pas facile et se dire, bah, c'est la vie, il faut rebondir, faire autre chose. Mais voilà, donc une leçon, c'est vraiment, on n'est jamais arrivé en fait. Si tu crois que t'es arrivé, t'es pas arrivé. T'es pas arrivé tant que c'est pas closé, signé. On travaille, tant que t'as pas atteint l'objectif qui t'était dit et que t'as pas arrêté, t'es pas arrivé. Et si t'avais une chanson qui pouvait représenter ton parcours professionnel ou même représenter Achille, ça serait quoi? Waouh! Tu vois, ça, j'avais pas dans une chanson qui peut représenter mon parcours professionnel. La chanson des vieux amants de Jacques Brel, peut-être. Moi, je vais pas te sortir du Joule et... Du Joule. Maître Gims ou David Guetta. Moi, je suis plutôt classique. J'adore Jacques Brel et autres. Et puis, non. Et si tu avais des recos de livres, podcasts ou autres qui t'ont inspiré, notamment dans tout ce qui est entrepreneuriat ou... Alors moi, je n'en regarde pas. Il y en a un. Alors c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais bien, mais Human Machine de Jean de la Roche-Brochard. C'est un livre, je sais pas si tu l'as lu, mais je t'invite à le lire. C'est quand même quelqu'un qui travaille dur, qui fait beaucoup de choses et on peut se demander comment il fait. Il a bien voulu nous partager sa façon de faire. Après, en termes de podcasts et autres, moi, je les écoute pas beaucoup. Ok. Dors la nuit avec des podcasts, mais c'est pas ceux que je vais conseiller. C'est Faites entrer l'accusé, Andelat raconte et des choses comme ça. Donc, moi, je me détends avec des crimes. D'autres se détendent avec autre chose. Voilà, c'est spécial. Et qu'est-ce qui t'enthousiasmerait le plus pour les années à venir? Moi, je suis assez regardant sur ce qui se passe en médecine, l'IA et autres. Je trouve ça fou ce qu'on arrive à faire là aujourd'hui et j'aimerais bien suivre ça de près. Le traitement du cancer, le traitement des maladies,
les diagnostics automatiques. Je parlais hier avec quelqu'un qui me dit bon, on va éliminer tous les questionnaires de santé, on va prendre une photo de ton visage, on va savoir si tu as du cholestérol, si tu es fumeur, si tu es si t'es ça. Il y a 90% de vrai, ou X% de vrai, Y% de faux, mais on va arriver à 100% de vrai. Voilà, je suis assez... j'aimerais bien voir ça. Et ma fille est en 2e année de médecine. Donc elle en parle beaucoup à la maison Non, même pas, elle se dirige vers de la médecine traditionnelle. Donc je peux lui dire, attends, ma cocotte, c'est pas comme ça que ça va se passer après. Mais voilà, j'ai toujours été très admiratif de la médecine, pas des médecins, mais de la médecine. C'est 2 choses, là, en termes d'humilité, de remise en question et autres, je pense qu'ils ont pas mal de choses à apprendre par rapport à ça. Mais le métier qu'ils font, il est quand même fabuleux. Et les chercheurs et autres, et voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Et puis j'ai aussi une fascination pour les acteurs, les gens qui sont capables de faire des trucs de fou sur scène. Quand je vais au théâtre, à chaque fois, je regarde, je dis, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Être acteur? Non, je ne saurais pas le faire, mais j'ai de l'admiration pour ce qu'ils font. Ça se trouve, tu sais pas, un jour, ils vont te contacter pour faire une série sur Achille, non? C'est pas... Je pense pas, non. Un documentaire. Un documentaire, non. Et là, maintenant, une question, parce qu'on me l'a posée à l'INN, et on m'a dit, mais pourquoi tu poses pas cette question à tes auditeurs à la fin de ton podcast? Qu'est-ce que tu as besoin, là, maintenant, pour faire grandir Achille? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire grandir Achille? Un peu de sérénité. J'aimerais bien que tout soit... On nous sort des taxes sur la santé, on nous sort des taxes sur le truc, on nous sort... Un jour, on peut aller à droite, un jour, il faut aller à gauche, c'est compliqué. De quoi on a besoin? D'avoir la santé pour pouvoir le faire. Parce que sans ça, tu peux rien faire. Et que l'équipe que j'ai aujourd'hui reste la même et qu'on fasse grandir les talents qu'on a en interne et que les nouveaux talents nous rejoignent pour avancer. Mais on a la chance, c'est entre nos mains pour que ça marche et que je suis pas dépendant d'autres personnes. Donc j'ai pas besoin que d'autres me disent ou m'apportent des choses. On a juste besoin de nous d'être meilleurs et de se développer mieux. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais... Si, j'ai... Et pour finir, tu me recommanderais qui comme invité au micro du podcast? Là, je pensais à quelqu'un quand j'étais sur mon site, sur mon scooter en arrivant, parce que c'est un peu à l'autre bout de la terre, pour être honnête, de venir ici. Moi, je pensais dans le monde de la distribution et du courtier aussi, je pensais à Jérémy Sebag de SPV. Tu connais? Je connais pas. C'est quelqu'un qui a monté une boîte formidable. Il y a des hauts, il y a des bas. Il est vraiment très bon dans tout ce qui est la distribution et autres. C'est quelqu'un je pense que ça pourrait être quelqu'un intéressant pour ton podcast. En plus, la distribution, j'en ai pas vraiment parlé. C'est pour ça que j'ai regardé tes invités. Vous voyez pas de distributeur. Et voilà, je pense que ce serait quelqu'un d'intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'échange. C'était cool et riche. Merci à toi d'être venu au micro du podcast. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi, je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.